Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. En deuxième partie d'émission, on va vous parler d'une campagne de stérilisation pour les chats domestiques. C'est un programme qui touche les familles à faible revenu. C'est un programme fort intéressant. On va en parler avec une responsable de l'organisme Pro-Anima en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on va parler de Alzheimer. Il y a des programmes, un projet de recherche, entre autres, et un nouveau centre de service qui va s'installer à Saint-Césaire. Pour nous en parler, on a la directrice générale de la Société d'Alzheimer du Haut-Richelieu, Mme Nathalie Mercier. Madame Mercier, bonjour. Bonjour. D'abord, parlons de ce projet de recherche là, qui entoure en fait les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Peut-être nous parler un peu là, de cet exercice qui a eu lieu, je pense, tout récemment. Exactement. En fait, l'aide médicale à mourir anticipée s'adresse aux gens qui, notamment, pour avoir un trouble neurocognitif et qui voudraient procéder à une demande avant qu'il soit trop tard, que le système neurologique ne soit plus assez fort ou en mesure de concis dans ses demandes et de bien reconnaître les moments où on souhaiterait procéder à l'aide médicale à mourir. Donc, oui, il y a des chercheurs actuellement qui rencontrent nos membres, proches aidants et personnes atteintes pour bien comprendre quels sont leurs désirs, quels sont leurs besoins. Face au système actuel, est-ce qu'ils ont des recommandations à faire? Quelle serait la forme de soutien, d'appui que ces gens-là pourraient recevoir? Donc, c'est un peu ça en ce moment là, qui est mesuré pour par la suite faire des recommandations au ministère. Parce que c'est particulier, là. Quand on parle de personnes atteintes d'Alzheimer, c'est qu'évidemment, cette personne-là ne peut pas prendre une décision seule. Donc, à quel moment là, on peut prendre cette décision-là avec l'aide d'un proche aidant pour l'aide médicale à mourir? En fait, le plus tôt, le mieux. D'où la mise en place de projets là, où on va être axé beaucoup plus sur la prévention et la phase légère de la maladie d'Alzheimer pour justement pouvoir répondre à ces besoins-là dès le départ. C'est quelque chose de très malheureux, sauf que la maladie d'Alzheimer peut perdurer jusqu'à 20 ans dans la vie d'une personne. Mais le moment où elle va commencer à perdre mémoire et perdre certaines capacités cognitives, ça peut arriver là, déjà à un moment beaucoup trop tard dans le processus, la trajectoire de la maladie et peut par conséquent avoir un impact sur cette décision-là. Bon. Donc, le plus tôt, le mieux. Est-ce qu'il y a de nouvelles dispositions à la loi actuelle là, qui permettent justement ce processus-là? Ce sont les mêmes dispositions qu'on connaissait. Il n'y a pas rien de nouveau. Par contre, on va demander à être très précis dans la demande. Exemple, dire, quand je serai hébergé en CHSLD, je veux qu'on procède à l'aide médicale à mourir, ce n'est pas suffisant comme critère. Ah bon? Faut avoir des critères, quand je ne reconnaîtrai plus ma fille Nathalie et mon frère Jacques, quand je ne serai plus en mesure de me nourrir par moi-même avec de la nourriture consistante, quand je serai rendu un processus d'incontinence permanent. Donc, ça prend vraiment des critères bien précis, observables, que le médecin pourra observer quand ce sera le temps de passer à l'action. Parce que ça prend un papier du médecin, c'est ça? Est-ce qu'il faut comprendre que c'est un médecin qui doit approuver cette demande-là? Exactement. Exactement. Donc, la personne, vous, moi, n'importe qui, pouvons déjà, si nous le souhaitons, procéder à une demande, mais il faut quand même faire la preuve que nous souffrons d'une maladie incurable qui va nuire à notre qualité de vie, qui va vraiment nuire à plusieurs, qui va avoir des effets négligeables, non négligeables, de douleur. Et après ça, là, on pourra vraiment faire le pronostic et vraiment identifier à quel moment on pourra faire le geste. Parce que l'important là-dedans, c'est que ce soit formulé au moment où la personne est encore consciente, que c'est son choix vraiment à elle pour aller de cette décision-là de l'aide médicale à mourir. Exactement. Et c'est pour ça qu'on demande que les critères soient mesurables et observables et bien précisés. Donc, quand vient le temps de passer à l'action, ce n'est pas le proche aidant qui pourra dire, ma femme ne me reconnaît plus, mon conjoint ne me reconnaît plus, c'est le temps de procéder. Si ce n'est pas un critère qui a été identifié, ce ne sera pas suffisant. Il faut vraiment que ce soit les critères identifiés par la personne atteinte et observé par le médecin traitant. Mais c'est une situation qui est difficile parce que, évidemment, il faut que, la personne soit prête à le faire, reconnaisse qu'il va avoir une maladie incurable ou et que les proches aidants aussi acceptent cette situation-là. En fait, c'est la décision pure et dure de la personne atteinte.
Aucun proche aidant peut prendre une décision comme ça Non, mais, pour la le personne proche aidant atteinte. doit quand même l'accepter parce que c'est souvent des proches, Exact. c'est souvent des parents. Donc, ça, c'est une situation qui est difficile à vivre. Exactement. Et c'est pour cette raison-là que c'est le médecin qui va prendre la décision si c'est le temps ou non de procéder. Bon, ce projet de recherche-là, donc, va amener à des recommandations, à des changements peut-être à la loi? En fait, ce qu'on veut, c'est amener des soutiens, des apports où on va faciliter le processus de prise en charge et qu'on va accompagner la personne atteinte vraiment dans un accompagnement bien dédié, bien précisé et en amont. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens tardent à procéder à un test d'autodiagnostic pour ensuite aller vers un diagnostic officiel. Si on attend vraiment que tous les symptômes de la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs soient vraiment bien installés, il est déjà trop tard. Donc, on ne pourra pas, après un diagnostic officiel en phase avancée ou modérée, procéder à une demande d'aide médicale à mourir. Là, je pose une question. Est-ce que vous êtes en mesure d'aider ces gens-là, justement, là, à aller voir des spécialistes pour, justement, avoir un diagnostic? Oui. En fait, c'est un des nouveaux projets là, qui va s'implanter à la Société Alzheimer du Richelieu. C'est avec la clinique de la mémoire, MoCA. Nous allons aider les gens qui veulent faire le MoCA Espresso. MoCA Espresso se fait individuellement à la maison. On n'a pas besoin de personne, sauf d'un outil numérique pour pouvoir accéder au test. Certaines personnes n'ont pas accès à Internet, ne sont pas à l'aise avec l'informatique. On pourra leur offrir un milieu, l'outil et la plateforme pour pouvoir procéder au test. Le test se fait seul, sans la présence d'aucune autre partie ni du proche aidant. Le résultat qui va en découler va donner une piste, une orientation vers quoi la personne pourrait tendre. Donc, ça va être une réponse qui va être en catégorie de couleur, donc vert, jaune, rouge. Si le résultat est vert, il n'y a aucune inquiétude, on continue sa vie, on continue à maintenir de bonnes et de saines habitudes de vie. Si le résultat est jaune, c'est un signal d'alerte qui dit vous seriez prédisposé. Ça ne veut pas dire qu'on a la maladie d'Alzheimer, mais il y a une prédisposition possible. Donc, dans ce cas-là, on va inviter la personne à refaire le test 2 semaines plus tard. Des fois, il y a des faux positifs, des faux négatifs. On connaît ça comme avec la COVID. Alors là, après 2 semaines, on refait le test. Si le résultat est le même ou en rouge, alors là, on va inviter la personne à rencontrer son médecin de famille rapidement pour obtenir un test officiel et un diagnostic officiel. Nous ne sommes pas habilités à donner ce diagnostic. Très important à noter. Bon, ce projet-là, pour l'instant, c'est en processus de... Oui, il n'est pas encore implanté officiellement. On est encore dans une phase de démarrage, mais c'est quelque chose qu'on va lancer, là, disons, dans les prochaines semaines officiellement pour aider les gens à prévenir rapidement et à obtenir un diagnostic dans le cas où il pourrait y avoir certains symptômes présents. Je dois vous confesser que ça, c'est une maladie qui me fait très peur parce que les personnes, vous me corrigez si je me trompe, mais les personnes atteintes d'Alzheimer, c'est pas eux qui souffrent le plus parce que c'est une perte de mémoire souvent. C'est souvent les proches qui en souffrent le plus parce qu'ils doivent vivre avec les circonstances de la personne d'Alzheimer. J'imagine que vous devez aider ces personnes-là, aussi les proches aidants, justement, à gérer la situation d'une personne atteinte d'Alzheimer? Oui, puis je vais vous corriger. OK. Bien, corrigez-moi, oui, parce que c'est une perception que j'ai, mais allez-y. La personne qui est atteinte, c'est pas plus facile pour elle. La maladie d'Alzheimer, je la compare un peu à des phases d'amnésie permanente. La personne qui ne reconnaît plus l'étranger qui est dans sa maison, qui souhaite la déshabiller pour prendre un bain, mais elle ne sait pas c'est qui, là. Il n'y a personne qui voudrait être déshabillé par un étranger dans sa propre maison. Donc, c'est très angoissant, très inquiétant. Et c'est ce qui fait qu'il va y avoir des fois des résistances que les gens ne voudront pas. Et là, il va y avoir des comportements plus agressifs qui vont s'installer. Oui, pour la personne proche aidante, c'est effectivement très lourd de devoir expliquer à cette personne-là, je suis ton conjoint, je suis la personne que tu connais depuis 30, 40 ans. Malheureusement, c'est un espace de vie, un moment de vie qui est effacé complètement de la mémoire. La personne se rappelle de son conjoint au moment de ses noces.
il y a 25-30 ans. C'est cette personne-là qu'elle a mariée et non pas l'étranger qui se Mhm. présente devant elle. Donc, ça peut être perturbant, ça peut être inquiétant, angoissant. Ça va amener beaucoup de symptômes de est-ce que je suis en train de virer fou ou folle, de ne pas reconnaître ce qui se passe, mais en même temps, on est conscient qu'on n'est plus certain de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Donc, c'est une période qui peut être très difficile à vivre. Merci de me corriger parce que c'est ça, comme c'est pas une maladie physique où on a mal à quelque part, je me demandais comment les gens se sentaient dans cette situation-là, mais vous faites bien de me corriger parce que, effectivement. Oui, c'est ça. Et souvent, c'est ce qu'on va remarquer chez les personnes atteintes, c'est des gens qui vont devenir tout d'un coup un peu angoissés. Parce que ce qui se passe quand la cellule est détruite, c'est qu'on va perdre un maillon de la chaîne de commandement. Exemple, là, se faire un café. Ça peut être très simple, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de gestes dans se faire un café. Hein, mettre de l'eau, la cafetière, le café, le lait, le sucre, faire chauffer, tout ça. Mais si on enlève un maillon de la chaîne, exemple, de sortir une tasse... Il n'y a rien qui fonctionne. Là, on a le café, le lait, le sucre, mais on le met où? Donc, on peut retrouver des gens à faire un café dans le lavabo, à faire un café dans une plante, ou je dis n'importe quoi, parce qu'ils ne se rappellent pas. Ils savent qu'ils doivent faire quelque chose, mais ils ne se rappellent pas quoi. Donc, c'est important que les gens comprennent ces étapes de la maladie. C'est pas de la folie, c'est pas... les gens ne deviennent pas... ils n'ont pas des troubles, des comportements déroutants Non. tout d'un coup comme ça. Là. C'est qu'il se passe quelque chose. Et la pire chose qu'on peut faire face à ces gens-là, c'est de les confronter. Dire non, c'est pas là que tu fais ton café. Ça fait 100 fois que je t'explique que c'est... C'est des accompagnés, dans le fond, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas envie de se faire réprimander, reprocher devant tout le monde qu'il a fait quelque chose. S'il faut répéter le même geste 20 fois, bien, il faut le faire, puis voilà. C'est comme ça qu'on les accompagne. Voilà. Bien, merci de m'avoir corrigé, parce que on a souvent l'impression, mais... Mais c'est pas plus facile, ni pour le proche aidant, que pour la personne atteinte. C'est vraiment un parcours de diade qui doit se vivre ensemble. Et la Société d'Alzheimer, avec les intervenants, notre travail, c'est justement de faciliter ce parcours de diade. Donc, de vraiment accompagner la personne atteinte à garder certaines capacités cognitives par de la stimulation, par des activités, socialisation, activités physiques, etc. Et on va accompagner le proche aidant dans sa façon d'agir, de bien comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer tout au long de la trajectoire. Et plus vite on peut commencer le processus, plus facile ce sera que de se trouver dans la phase avancée et tout d'un coup dire « bien, je ne sais plus quoi faire, je suis mal pris, j'enferme à double tour mon conjoint dans la maison ou je le laisse au poste de police parce que je ne sais plus qui il est. » C'est ça. On a 1 minute pour parler du nouveau centre qui va s'ouvrir là, à Saint-Césaire pour desservir cette région-là. Exactement. Une personne qui est atteinte, le meilleur exemple que je prendrais, c'est on ne peut pas aller, exemple, au centre d'achat, dire « je te laisse à la porte, je vais stationner et je reviens ». C'est certain, ce qui va arriver, c'est que la personne va dire « je suis où, j'attends qui, je fais quoi », risque de disparaître et là, on ne la retrouve plus ou ça va être compliqué de la retrouver. Quand on veut nous, notre objectif, c'est de se rapprocher de nos familles, d'éviter les déplacements, d'éviter les longs trajets d'une personne qui est atteinte, qui ne sait pas où ce qui s'en va. On me met dans une voiture, j'ai aucune idée qu'est-ce que je m'en vais faire, avec qui, avec quoi. Donc, de se rapprocher de leur milieu de vie, de où sont nés, où ils ont vécu toute leur vie, va faciliter la transition. C'est ça. Donc, c'est un nouveau centre est-ce qu'il est ouvert ou il va ouvrir bientôt? Oui, il est actuellement ouvert. On invite vraiment tout le monde à venir visiter. Pas nécessaire d'être atteint en phase avancée pour profiter de nos services. Les gens peuvent déjà accéder là, dès une inquiétude ou dès les premiers signes. Merci beaucoup de votre visite et puis un bon succès, bien sûr, à ce nouveau centre de services là, à Saint-Césaire et tous les services que vous offrez dans la région. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On revient après la pause. On parle bien sûr d'un programme de stérilisation pour les chats domestiques. Ça s'adresse aux familles à faible revenu. À tout de suite. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. On parle de drift avec Tommy Lemaire et de motoneige avec Marc-André Fortin. On passe l'été, l'hiver. Manquez pas ça. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner.
Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30, Télébingo. Chaque famille ou presque a son animal de compagnie et on veut bien s'en occuper. Mais c'est difficile souvent pour les familles à faible revenu, soit de s'occuper de cet animal-là ou même de prodiguer des soins. Mais il y a une bonne nouvelle parce qu'il y a la mise en place d'un programme de stérilisation pour les chats pour les familles à faible revenu. Et pour nous en parler, on a Mme Sarah Larin, qui est responsable des programmes spéciaux chez ProAnima ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, Mme Larin. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Avant de parler du programme, peut-être rappeler aux gens là, le rôle que vous tenez chez ProAnima. Oui, donc ProAnima est un organisme à but non lucratif qui a été mis sur pied en 2012. Dans le fond, notre mission est de pouvoir servir les gens et aider les animaux. Sensibiliser énormément aussi la population là, au bien-être animal. Et comme vous l'avez mentionné, c'est pour cette raison qu'on a mis sur pied le programme de stérilisation pour les gens à faible revenu qu'on appelle le CVSC. Donc, pour nous, c'est Clinique vétérinaire de stérilisation ciblée pour une partie de la population des villes qu'on dessert. Là. Donc, présentement, on est à 14 municipalités et villes desservies par ProAnima. Via un refuge qui est situé à Boucherville et on en a aussi un à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon. Précisément, ce programme-là, comment on l'a mis sur pied et pourquoi on a décidé de le faire? Là, parce que c'est ciblé, ce programme-là, en tout cas, pour les chats, pour les familles à faible revenu. Oui, exactement. Donc, en 2015, on avait une grosse problématique d'abandon de portée de chatons, justement venant de naissances non désirées. Donc, l'accessibilité aux soins n'est pas toujours facile, surtout côté monétaire. Donc, pour nous aider à réduire le nombre d'abandons de portée de chatons, on a décidé d'offrir la stérilisation moins chère pour les gens, pour faciliter aussi l'accès aux soins vétérinaires là, pour une personne. Est-ce que vous aviez remarqué une hausse accrue d'abandon de chatons au cours des dernières absolument. années? Depuis le début du programme de stérilisation, on a fait environ 3260 stérilisations. Et puis, ça a complètement fait disparaître les abandons de portée de chatons qui n'étaient pas prévus par les familles. Quels sont les critères là, pour sélectionner les familles bénéficiaires de ce programme-là? Dans le fond, nous, on a une charte là, qu'on suit qui vient de la source Statistique Canada, mais sinon, tous les gens qui sont sur l'aide sociale sont automatiquement éligibles au programme. Donc, on calcule le revenu familial. Donc, pour une personne seule, environ le seuil qu'on va accepter est environ de 30 000 et un peu plus là, pour pouvoir faire partie du programme. Bon, et puis, il y a évidemment un processus d'inscription, là, comment les gens doivent faire. Exactement. Donc, les gens peuvent se rendre sur le site de proanima.com et remplir le formulaire en ligne. Une fois qu'on reçoit les formulaires, on les traite quand même assez rapidement. Donc, les gens peuvent avoir un rendez-vous dans les 3 à 4 semaines, là, tout dépendant du moment dans l'année. Si vous n'avez pas accès à Internet, bon, ça va toujours nous faire plaisir de pouvoir vous répondre. Là, vous appelez directement au refuge, puis on peut remplir le formulaire avec vous. Donc, vous allez les accompagner, dans le fond. Là, Absolument. Lorsqu'une personne ou une famille veut stériliser son animal, le chat ici en particulier, Oui. bien, vous allez pouvoir les accompagner dans tout le processus. C'est ça. On va prendre le temps d'expliquer quelle est la procédure, qu'est-ce que ça inclut aussi. Donc, dans notre tarif de base, ça inclut la stérilisation, les vaccins de base, les vermifuges et les analgésiques suite à la stérilisation. On peut offrir aussi des conseils aux gens s'ils en ont besoin, s'ils ont besoin d'un petit peu de nourriture. On reçoit aussi énormément de dons. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aider aussi là, dans les situations un peu plus difficiles pour ces familles-là. Bon, la question de base pour ces familles-là, combien ça va coûter? Est-ce qu'il y a un mode de financement, dons, contributions? Comment ça va fonctionner? Bien, c'est sûr qu'on reçoit aussi énormément de dons venant de la communauté. Donc, ça aide à améliorer nos programmes. Sinon, une famille avec un petit peu moins de moyens peut s'en sortir avec la stérilisation, les vaccins, la micropuce et tout ça, environ 170 $, ce qui est quand même assez abordable là, pour une famille. On peut aussi les aider. Là, des fois, quand on a une grosse capacité de dons, bien, on peut parfois offrir certaines stérilisations gratuitement, mais ça varie aussi selon ce qu'on reçoit là, de la part du public. Bon, on en a parlé un peu en début d'entrevue, là, mais cette campagne-là va avoir un impact là, important sur la réduction des portées de chatons. Hein?
Absolument. Ça aide à faire. Les gens, souvent, c'est pas par méchanceté qu'ils font ça, mais malheureusement, les chats peuvent se reproduire à partir de 6 mois. Donc, ça va vite. Si jamais on a 2 animaux qui sont de sexe opposé, c'est pas parce qu'ils sont de la même fratrie qu'ils feront pas de reproduction. Donc, en allant directement à la source, qui est d'aider les gens à se faire stériliser leur animal rapidement, pour pas qu'il y ait plusieurs deportés qui soient créés là, tout au long de l'année. C'est notre manière de contribuer là, pour réduire le plus possible. Est-ce qu'il y a des mesures de sensibilisation là, qui sont prises là, pour justement là, faire connaître aux gens là, la stérilisation il y a beaucoup de comportements non désirés provenant d'un animal qui n'est pas stérilisé. Donc, souvent, les gens vont s'en rendre compte assez rapidement. Là, pour la femelle, les temps de chaleur, bien, elle va souvent être très vocale. Et chez les mâles, il peut aussi avoir de la malpropreté. Donc, on essaie d'aider les gens à comprendre les bienfaits de la stérilisation. Fait que c'est sûr qu'en offrant un programme spécifique pour ces gens-là, bien, ça aide de bouche à oreille. Ça fait faire qu'il y a beaucoup plus de monde qui commence à nous connaître, puis connaître aussi l'importance de la stérilisation. Bon, la campagne est réservée simplement aux chats domestiques pour l'instant? Oui, exactement. Oui? OK. Est-ce que ça risque de s'élargir? Est-ce que le problème est vraiment au niveau des chats domestiques ou on en voit aussi auprès d'autres animaux? On se concentre principalement pour les chats domestiques parce qu'en réduisant directement à la source, souvent, c'est des chats qui sont pas stérilisés, vont aller à l'extérieur, puis c'est là qu'ils vont se reproduire, mais ces chats-là appartiennent à des citoyens. Donc, si on peut sensibiliser les gens à faire stériliser leur animal avant de les laisser à l'extérieur, bien, c'est sûr que pour nous, c'est un gros point là, qui va améliorer la situation. Bon. Là, on parle de chats domestiques, campagne de sensibilisation, mais il y a tous les animaux domestiques, tous les animaux. Vous êtes un refuge. C'est ça. Est-ce que vous remarquez au cours des dernières années là, une hausse des personnes qui vont porter des animaux, des animaux qui ont besoin d'aide? Est-ce que vous remarquez une sensibilisation peut-être auprès des gens, une hausse des animaux que vous recueillez? Comment vous analysez la situation? Une des choses qu'on est le plus fiers, c'est qu'on a fait énormément de prévention dans les dernières années, ce qui nous aide énormément à réduire le nombre d'animaux dans les refuges. Lorsque les gens veulent abandonner, souvent, c'est sur pas un coup de tête, mais c'est une impulsion ou s'ils sont dans un moment difficile de leur vie, c'est pas toujours une décision qui est facile à prendre. Donc, on invite les gens à nous approcher avant de prendre la décision pour qu'on puisse essayer de trouver une solution avec eux. Des fois, c'est juste une question justement de soins ou de nourriture ou quoi que ce soit. Donc, on est toujours ouvert à pouvoir aider les gens. Puis, en faisant énormément de prévention, bien, effectivement, ça réduit le nombre d'animaux qui rentrent dans le refuge, ce qui nous permet de pouvoir prendre des cas un petit peu plus complexes et apporter un meilleur support là, au reste de la communauté aussi. Oui, donc les animaux que vous accueillez, c'est chats, chiens, chats, chiens, exotiques. Donc, ça inclut les lapins, les gerbilles, les oiseaux. On a quand même une grosse variété. Là. On a vu de toutes sortes, là, allant jusqu'à des reptiles. Là. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a 2 grosses périodes dans l'année, la période des fêtes et la période des déménagements aussi? Est-ce qu'on voit une hausse dans ces 2 périodes-là de l'année? Pour les abandons, encore une fois, c'est pas nécessairement c'est plus rendu comme avant. OK, comme il n'y a pas de disait, cycle. non, c'est ça. Okay. Ce qui va être les plus grosses saisons pour le refuge, c'est surtout au printemps, lorsqu'il y a des naissances, oui, de portées de chatons, mais de chats errants à l'extérieur. Donc ça, c'est pas mal notre plus grosse saison. En hiver, on en profite pour faire le plus de stérilisation possible des gens à faible revenu, justement, parce qu'on a un petit peu plus de capacité. Oui. Bon, on parle d'animaux domestiques. Il y a l'importance aussi là, que ces animaux-là soient enregistrés, aient une médaille. Oui. Peut-être nous parler un peu du processus et l'importance d'identifier ces animaux-là. Donc, la bonne chose de notre service de stérilisation, c'est que lorsque le citoyen vient faire stériliser son animal, on va émettre une médaille automatiquement. Donc, la licence municipale va aider la ville à faire le recensement du nombre d'animaux dans son secteur, ce qui va aider aussi à ce qu'on puisse améliorer nos programmes selon ce que les gens ont besoin. Cette licence-là va aussi servir si jamais votre animal va à l'extérieur, s'il se perd ou quoi que ce soit. Avec le numéro de licence, nous, on peut vous retrouver puisqu'il est enregistré à votre nom. Donc, c'est important de aussi nous aviser si jamais vous perdez l'animal, vous vous en débarrassez, à ce moment-là, on va pouvoir retirer la licence là, de notre système. Mais sinon, c'est sûr que ça aide énormément là, pour connaître le nombre d'animaux qu'on a là, au travers de notre secteur. Pour revenir au refuge, lorsque quelqu'un, par exemple, va porter son animal, que ce soit un chat ou un chien, bon, vous vous en occupez. Quel est le processus par la suite de l'animal? Vous
Vous le donnez en famille d'accueil? Comment ça fonctionne? Tout dépendant du type d'admission que l'animal va avoir. Oui, il peut avoir les abandons, ça peut être un animal trouvé, ça peut être suite à un décès, on prend l'animal en charge. Donc, la première étape, c'est que l'animal reçoive un examen vétérinaire afin de voir un peu là, est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce qu'il a besoin de soins immédiats. Par la suite, bien, on a l'avantage d'avoir énormément de programmes au sein de ProAnima. Donc, au-delà de l'adoption, on a aussi des groupes de sauvetage qui sont d'autres organismes qui vont nous aider à prendre des cas un petit peu plus lourds, exemple côté médical ou comportemental. On va aussi, au-delà de l'adoption, on fait aussi affaire avec des animaleries partenaires à Montréal qui sont dans l'obligation de faire adopter des animaux de refuge. Donc, eux vont nous aider aussi à nous apporter une nouvelle clientèle puis faire adopter le plus d'animaux. Donc, mais est-ce que les gens ont ce réflexe-là, justement, d'aller vous voir lorsqu'ils ont besoin d'un animal de compagnie pour justement... De plus en plus. Ouais. Je pense qu'on devient de plus en plus une source aussi de confiance envers la communauté. C'est sûr qu'on ne connaît pas tous les parcours des antécédents de tous les animaux qu'on reçoit. Par contre, on a une équipe en comportement, on a une belle équipe médicale aussi, donc on essaie de donner le plus d'informations possible aux nouvel adoptants. Puis, veut pas, ça donne la chance à beaucoup, beaucoup d'animaux de pouvoir avoir une deuxième chance. Oui, justement, en grosse période, vous pouvez en avoir combien des animaux sous votre charge? On a aussi les familles d'accueil qui nous aident. Donc, bien, physiquement, au refuge de Boucherville, on a environ un peu plus de centaines de cages disponibles pour les chats. À Saint-Jean, c'est un petit peu plus petit. C'est environ une vingtaine de cages, plus celle de l'adoption. Mais notre but, c'est de laisser les animaux le moins longtemps dans le service du refuge, dans la bâtisse. Veux pas, il y a énormément d'animaux qui passent par notre bâtisse. Donc, c'est quand même un environnement un peu plus à risque. Donc, lorsqu'on a la possibilité de pouvoir sortir nos animaux en famille d'accueil, qui sont tous d'excellents bénévoles aussi, ça nous aide à pouvoir accepter plus d'animaux parce que justement, on a des ressources à l'externe du refuge là, pour pouvoir améliorer nos services. De toute façon, les gens peuvent aller chercher l'information nécessaire sur le site de ProAnima. C'est fort complet, et puis les gens peuvent obtenir toute l'information. Oui, ils peuvent aussi se présenter là, au refuge directement, venir visiter là, l'établissement. Là, ça va nous faire plaisir de les accueillir. Madame Larin, merci beaucoup et puis bon succès pour ce programme. Merci à vous. Voilà, ça complète pour cette édition de la Tribune TVHR. Mesdames, Messieurs, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.